Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, la prévention du cancer du sein, jusqu'où peut aller l'entreprise? On va y revenir à travers un baromètre que va nous dévoiler Camille Moss. Elle est directrice technique et off chez Mercer Marsh Benefits France. On parlera du cancer du sein et de la prévention en général. Le cercle RH a un sujet tabou, l'illettrisme en entreprise. On va en parler avec des experts. Alors évidemment, ça a des enjeux autour de la sécurité des salariés, mais aussi bien des coûts pour l'entreprise. On y reviendra, il y a des associations qui s'organisent justement pour accompagner les salariés touchés par ce mal. Et puis fenêtre sur l'emploi, indépendant des employés comme les autres, avec un point d'interrogation, on en parlera avec Constance Névoré, elle est PDG de Little Big Connection. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la prévention, des préventions au sein de l'entreprise et en particulier de la prévention du cancer du sein. On va en parler à travers un baromètre cancer du sein. Vous l'avez peut-être vu dans vos villes avec les foulées roses, avec toutes ces initiatives au mois d'octobre. On l'appelle Octobre Rose et c'est une mobilisation des femmes et des hommes, faut-il le préciser, justement pour sensibiliser à cette question du cancer du sein. Camille Moss, merci d'être avec nous, directrice technique et offre chez Mercer Marsh Benefits France et ce baromètre que vous avez publié fin septembre, justement pour ouvrir cet Octobre Rose, sur est-ce que les entreprises et les salariés d'ailleurs jouent le jeu du dépistage. Qu'est-ce que dit ce baromètre d'abord pour être concret? Ils jouent le jeu ou pas? Alors la réponse est non, clairement non. Aujourd'hui en matière de dépistage, en fait les recommandations elles sont assez claires. L'Haute Autorité de la Santé nous dit que les femmes à partir de 25 ans doivent aller une fois par an faire un dépistage clinique du cancer du sein. Quand on regarde notre portefeuille, on voit que plus d'une femme sur deux ne consulte pas son gynécologue, n'a pas consulté ni gynécologue ni une sage-femme sur les 2 dernières années. Donc c'est plus d'une femme sur 2 qui ne suit pas les recommandations de l'Haute Autorité de la Santé. Je m'autorise, c'est quoi? C'est par négligence? C'est parce que le système de soins, on a du mal à trouver le rendez-vous chez le gynécologue? Quelles sont les causes qui justifient le fait qu'on ne soit pas vigilant avec son corps? C'est très probablement multifactoriel. Nous, les pistes et les raisons qu'on imagine, il y en a au moins 3. Premier sujet, c'est un sujet de sensibilisation, sensibilité et de culture au sujet de la prévention santé. Le fait que c'est important que je prenne soin de moi, c'est important que je prenne le temps d'aller chez le gynécologue parce que c'est ma santé. Donc il y a un sujet de culture, il y a un sujet d'accès aux soins. On sait qu'il y a un vrai sujet, un vrai problème autour de l'accès aux soins en France dans certaines zones. Clairement. Et le dernier sujet, c'est aussi les conditions probablement de travail, de flexibilité qui est permis par l'employeur. On sait que clairement aujourd'hui, tous les secteurs d'activité n'offrent pas la même flexibilité autour du temps de travail, notamment et l'organisation du travail. Et on imagine que c'est plus facile d'adapter son emploi du temps à un rendez-vous médical contraignant dans certains secteurs. La Cour des comptes qualifie de médiocre, je les cite, l'impact et l'adhésion des Français au programme de prévention. Ça, c'est la relation des citoyens à l'égard de maladies qu'on pourrait dépister. Mais je reviens à votre baromètre. Vous, votre dessein, presque votre utopie, c'est de dire aux entreprises, mais intéressez-vous à ce sujet. Ce n'est pas qu'une relation de citoyen à un système de santé. C'est ça l'enjeu. Tout à fait. C'est d'arriver à impliquer les employeurs en fait dans ce projet et à engager une démarche de prévention pour leurs collaborateurs. C'est extrêmement important et les entreprises le voient bien, elles sont sensibles à ça à plusieurs titres. Le premier titre, c'est on a un moment quand même où le système se transforme, les méthodes de leadership ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité ont des sujets autour de l'attractivité et la rétention des collaborateurs. Il faut avoir une marque employeur forte et proposer des avantages aux collaborateurs. Pour vous, ça peut être une marque employeur, enfin un outil de marque employeur. Bien sûr, c'est un outil de fidélisation. Aujourd'hui, on n'attend plus uniquement la rémunération fixe, même si bien sûr, c'est un élément impératif du package de rémunération. On attend des employeurs qui prennent soin de nous. Mais Camille, très concrètement, vous parliez tout à l'heure des dépistages du cancer du sein, d'aller voir le gynécologue une fois par an. Comment fait l'entreprise là? Gérer dans l'espace de la vie privée et de la vie professionnelle. Comment un DRH, comment une équipe RH accompagne une femme pour lui dire écoute, t'as pas fait ton dépistage, faut le faire. Comment on fait?
C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple et effectivement, il faut comprendre déjà où est le problème. Et parce que cette réponse dont vous parlez ne sera pas la même en fonction de l'entreprise à laquelle on s'adresse. Oui. Une entreprise où ses collaborateurs n'ont pas d'accès aux soins, ça ne sert à rien de marteler qu'il faut aller voir son gynécologue. Au contraire, il faudra peut-être s'organiser pour faire venir des gynécologues, des sages-femmes à l'intérieur de l'entreprise, exactement, pour faire des formations autour de l'autopalpation. À l'inverse, on a des secteurs, on a des clients en fait, où malheureusement les femmes ne suivent pas la recommandation qui est faite, alors même qu'elles ont un très bon accès aux soins. Et on peut s'interroger justement sur l'organisation et la place que laisse le travail pour faire ce dépistage. Et c'est là-dessus qu'on peut accompagner aussi l'employeur de façon intéressante. Donc ça veut dire que c'est pas un calendrier, on ne prend pas le rendez-vous à la place du patient, on est d'accord, mais c'est l'entreprise qui dit je te donne du temps pour pouvoir t'occuper de toi. C'est ça le sujet. Exactement. L'employeur a tout intérêt à créer les meilleures conditions et à donner les moyens à ses collaborateurs effectivement à se faire dépister. Donc, un point très important, c'est qu'effectivement, c'est très important pour la marque employeur, on en a parlé, mais c'est très important aussi en matière de maîtrise des coûts. Au-delà de la marque employeur, en fait, aujourd'hui, le tarif des contrats d'assurance augmente de façon significative chaque année. C'est une partie de votre métier, c'est du courtage sur la santé. Tout à fait. C'est un sujet. Et c'est le vrai enjeu de demain, en fait, des entreprises. Ça arrive à conserver des qualités de protection, des qualités de couverture de protection sociale de qualité à des tarifs qui soient abordables. En un mot, vous nous dites aussi qu'on peut faire des réductions de dépenses en étant beaucoup plus vigilant sur la prévention au-delà du cancer du sein. Alors, réduction de dépenses, je ne sais pas si on y sera. En tout cas, maîtriser les tarifs, ce qui est sûr, c'est que faire de la prévention, c'est une façon structurante de modifier le schéma actuel dans lequel on est, qui est un système actuellement très orienté sur du curatif et pas assez sur du préventif. Donc le message que vous nous faites passer aujourd'hui, c'est pas de dire uniquement aux femmes « allez vous faire dépister », c'est important. Vous parlez droit dans les yeux à qui? Au DRH aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Prenez ce sujet à bras-le-corps. Prenez le sujet de la prévention effectivement à bras-le-corps. C'est extrêmement important pour vous pour traiter ce sujet d'attractivité des talents, pour maîtriser le contrat, les tarifs de votre protection sociale et conserver un système qui soit durable dans le temps, mais également pour votre RSE aussi. On en parle un petit peu moins. C'est un sujet qui va venir, qui va nous arriver dans les prochaines années. Aujourd'hui, le système de santé est un système qui représente une part significative et dont on doit s'occuper en fait dans le cadre de notre transition écologique. Aujourd'hui, le système de santé, c'est 8% des gaz à effet de serre. Donc c'est un sujet qu'on doit traiter dans le cadre de la transition écologique absolument. Merci Camille Moos pour cette passion et ce sujet que vous tenez évidemment, qui vous tient très à cœur. Directrice technique et off Mercer Marche Benefits France et ce baromètre à destination de vous, les femmes et les hommes, mais aussi des DRH très instructifs. Il faut que l'entreprise s'empare réellement de ce sujet. Peut-être le regarde-t-il encore un peu de loin. Merci de nous avoir rendu visite. Le cercle RH, c'est tout de suite. On parle de l'illettrisme. Ça, c'est un sujet tabou lui aussi. En général, c'est compliqué pour un salarié qui n'ose pas dire qu'il a des difficultés de lecture ou de compréhension. On en parle avec nos invités. Il y a des méthodes pour l'accompagner. Le cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job pour parler d'un sujet, il faut le dire, un peu tabou, voire tabou d'ailleurs, l'illettrisme en entreprise. Alors on a des chiffres toujours un peu compliqués puisqu'on n'arrive pas réellement à savoir combien de personnes sont réellement touchées par l'illettrisme. Alors il y a l'illettrisme grave où on n'arrive pas à lire, puis il y a ceux qui déchiffrent et qui peinent à déchiffrer. On va y revenir avec mes invités. Que faire? Que doit faire l'entreprise? Il y a des structures, des associations qui permettent d'accompagner ces personnes à trouver leur place dans la société d'une manière générale. Mélanie Viennot est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour. Présidente de Projet Voltaire, c'est un très joli titre. Alors, contrairement à ce qui est indiqué dans le titre, ce n'est pas des livres, ce n'est pas de l'écrit, c'est du numérique, votre projet. Exactement. On les accompagne numériquement. Exactement, c'est un outil de remise à niveau en orthographe et en expression en ligne. En ligne. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Marie Bouni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes associée et responsable de l'offre Innovation Performance Sociale chez SIA Partners, qui régulièrement vient sur notre plateau pour nous éclairer. Et on fera peut-être un état des lieux de cette situation de l'illettrisme. D'abord, toutes les deux, je vous la pose, les personnes que vous accompagnez, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient connectées donc beaucoup de salariés. C'est quel profil? Qui sont ces gens qui, entre guillemets, sont illettrés? Alors, nous, on a 1 million de personnes qui utilisent la plateforme chaque année. Donc, c'est très hétéroclite
finalement les profils. On a autant des gens qui finalement n'ont pas du tout un profil d'illettré, mais qui, dans leur quotidien, dans leur travail au quotidien, ont besoin d'avoir un très très bon niveau d'expression, un très très bon niveau d'argumentation et ne doivent pas faire de fautes d'orthographe. C'est quel métier, par exemple ? Alors aujourd'hui, c'est assez large. Autant des gens qui sont des rédacteurs professionnels que des commerciaux. Un commercial, si c'est pas rédigé un email qui soit percutant, convaincant, Oui, parce va avoir plus de mal à vendre. rentrons pas dans le cliché, l'illettré total, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à lire, c'est pas vrai. En fait, on est sur des profils qui, grammaticalement, font des phrases totalement bancales, n'arrivent pas à conjuguer. C'est ça dont on parle dans le sujet d'aujourd'hui. Oui ou non ? Oui, tout à fait. C'est cela. En fait, effectivement, les chiffres sont difficiles à ressortir. 7% des 18... 7% des 18-65 ans sont illettrés, ce qui fait quand même 2,5 millions de la population. Illettré selon les critères qu'on fixe. Hein. Alors, illettré, c'est une Exactement. difficulté à lire, difficulté à écrire, difficulté à calculer. Donc, on est vraiment sur un manque de compétences de base qui ont un impact, bien évidemment, dans la vie personnelle et la vie salariée de la personne. Faut préciser que ceux que vous accompagnez, les milliers de personnes que vous accompagnez, ce ne sont pas des gens qui sont au chômage et coupés de la société, c'est des gens qui sont en entreprise. Et c'est là où le sujet devient compliqué. 51%, hein. Ont un emploi, tout à fait. Donc, eux, ils travaillent. Et ils vous disent, à un moment donné, mon manager m'a convoqué, m'a dit, c'est plus possible, il y a trop de fautes. J'ai des retours clientèle, ça va plus. C'est ça la réalité. Alors, il y a ceux qui sont en poste, il y a ceux qui cherchent effectivement un poste. Aujourd'hui, nous, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on avait fait une enquête avec l'Institut de sondage Ipsos. Et plus de 3/4 des recruteurs sont attentifs à l'expression orale et écrite des candidats. Et c'est même pour eux rédhibitoire d'avoir des difficultés. Donc, en fait, décrocher un job, et encore plus décrocher le job de ses rêves, c'est vraiment avoir un niveau d'expression à l'écrit comme à l'oral qui soit irréprochable. 51% de travail. Je lisais en préparant l'émission que ça avait quand même des incidences même sur les questions de sécurité, pour commencer par la base, puisque on est dans une relation commerciale bancale, mais il y a d'abord les questions de sécurité. Il faut quand même déchiffrer un certain nombre de choses. Il y a des règles précises dans certains secteurs et visiblement, ça peut avoir un impact. En fait, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inaction en matière d'illettrisme coûte plus cher que l'action. C'est-à-dire que l'illettrisme a un coût, qui a été calculé à peu près entre 2 à 6% de la masse salariale, ce qui est énorme. Et c'est un coût dont la plupart des chefs d'entreprise n'ont pas conscience. Et tout le monde est concerné par l'illettrisme. Ou le mettre sous le tapis. Pas conscience, plus particulièrement. Pas conscience parce qu'il y a des stratégies d'évitement, de contournement des personnes, pour pas qu'on remarque qu'elles sont illettrées. C'est un tabou, vous l'avez dit. Et donc, il y a des risques en matière de santé-sécurité. Il y a des surtemps de travail, parce que la personne a besoin de plus de temps pour faire le travail. Surtemps aussi pour tout le collectif de travail, avec des glissements d'activité. Il peut y avoir des pertes qualité, des incidents qualité, donc un coût qui est important, in fine. Et qui sont d'ailleurs des signaux faibles, non détectés comme étant des éléments d'illettrisme. On dit, tiens, il a encore fait une erreur, tiens, c'est bizarre. Et peut-être que derrière ça se cache effectivement cette difficulté. L'accompagnement numérique, excusez-moi, parce qu'on a plutôt l'impression qu'il faut mettre tout le monde dans une classe assis avec une table en bois et des craies. Vous avez fait le choix totalement inverse. Et évidemment, ça permet à la personne d'être totalement indépendante et de pouvoir vivre sa progression seule avec son outil. Et puis, tout ce qu'on vient de dire là est valable aussi pour des gens qui ne sont pas dans la catégorie de l'illettrisme, mais qui ont des difficultés avec leur langue maternelle. Et ça pose des difficultés autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, parce que c'est une difficulté à exercer la vie citoyenne. Et c'est vrai que nous, on a mis en place des outils numériques qui permettent finalement de remédier une bonne partie du problème avec des outils qui sont plutôt ludiques. C'est pas douloureux de se remettre à niveau en français, en orthographe, en expression, c'est très important de le dire. Et surtout, ça prend pas forcément énormément de temps. Nous, on a un outil numérique qui nous permet en fait de faire travailler les gens 1/4 d'heure par jour pendant 2, 3, 4 mois en fonction, là aussi, on sait d'où on part, on ne veut pas forcément mener tout le monde à l'excellence, c'est pas le Goncourt que vous visez, c'est de savoir écrire un mail. C'est le projet Voltaire. C'est le projet Voltaire, c'est ça, l'universalisme, quoi. Exactement, après, on a un certificat Voltaire qui permet en fait d'évaluer son niveau, comme le TOEIC en anglais, donc après, charge à chaque recruteur de voir où est-ce qu'il veut mettre le niveau, mais en tout cas, c'est très important de pouvoir rappeler à tout le monde que progresser sur sa propre langue maternelle, c'est vraiment important et ce n'est pas forcément douloureux. Concrètement, côté SIA Partner, vous qui observez les entreprises, comment on fait lorsqu'on a franchi le cap du signaux faible, qu'on a détecté des difficultés dans certains services, on a une grande entreprise, qu'est-ce qu'on fait ?
on se tourne vers Projet Voltaire, on va vers Stop Illettrisme, on crée des centres de formation avec des instituts qui viennent dans l'entreprise. C'est-à-dire concrètement, comment on adresse ce sujet? Alors déjà, effectivement, quand on a détecté, je pense qu'on a déjà quand même... C'est déjà un grand pas. Même avant, l'enjeu de la détection est fondamental. Et d'ailleurs, il y a un outil qui a été mis en place qui s'appelle Evagile pour un peu diagnostiquer en amont les risques qu'il y a de personnes illettrées dans mon organisation. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, la sensibilisation générale, on a tous des personnes illettrées dans les entreprises, dans tous nos secteurs d'activité. Donc, deuxième point, une fois qu'on a détecté, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il y a des DRH qui peuvent être, ou des organisations plus largement, qui peuvent être un peu dépourvues par rapport à ça. Il y a différents niveaux de maturité. Donc, on a des organisations type Engie, Sodexo, le groupe Up, qui sont quand même L'Oréal, bien sûr, qui sont très familiers de la lutte contre l'illettrisme. Et on a d'autres structures qui ont besoin de construire. Donc là, en général, on s'adosse à des personnes ou à des organisations. Donc il y a bien évidemment l'ANLCI, donc, qui est l'agence l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui développe un certain nombre d'actions, qui est en capacité d'accompagner les organisations, mais bien évidemment, c'est des actions de sensibilisation, de formation, mais pas que à destination en fait, des personnes illettrées, puisque c'est tout le collectif de travail aussi qui doit être amené à être sensibilisé, à détecter les signaux faibles. Et puis après, il y a des formations qui prennent du temps. 150 heures, quand mais même, qui font pas mal. Mise à niveau. Et des formations aussi avec de la ludopédagogie, c'est quand même toujours un plus pour accompagner. Attention, je ne veux pas créer de polémique entre vous, mais si je vous entends bien, il faut quand même lier les deux. Il faut souffrir un peu et avoir un peu de ludo. La ludo, ça ne marche pas. Non, mais la pédagogie, ce n'est pas forcément une solution. Non, je ne sais pas, vous êtes très souriante, mais je me dis que pour refaire quand même toute la grammaire et c'est réenquiller tous les verbes irréguliers français, et Dieu sait qu'il y en a des centaines, bon, c'est pas si simple, quoi. Non. Après, c'est important en fait d'utiliser le bon outil, effectivement, en fonction du diagnostic qui a été posé au départ, et surtout de ce qui est attendu de la personne sur son poste de travail. On n'attend pas la même chose de tout le monde. Vous avez commencé par les commerciaux, mais j'imagine qu'il y a aussi des personnes. Je pensais évidemment en préparant l'émission à ceux qui sont arrivés dans notre pays tardivement et qui, comme ça, au fil de l'eau, ont appris notre langue qu'un à qu'un. Et qui se retrouvent aussi... le français langue étrangère. Le français langue étrangère. Est-ce que là, on les intègre dans la notion d'illettrisme ou pas? Non. C'est pas ce profil-là. Pas du tout. Donc, et la pédagogie est encore différente. D'accord, non, mais c'est important de le préciser, parce qu'on pourrait commettre la confusion. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs, ces personnes? J'imagine que dans le diagnostic, ils vous disent qu'à l'école, ils ont raté quelques classes. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Alors... globalement, il y a quand même beaucoup de traumas vis-à-vis de l'orthographe en particulier. On est d'accord. Et c'est assez stigmatisant. Et vous parliez de stratégie en entreprise, il y a différents outils qui existent. Les évitements, et surtout, nous, ce qu'on préconise, c'est que tout le monde puisse s'entraîner collectivement avec l'outil qui est adapté à son niveau. Ce qui permet en fait d'avoir une certaine émulation et surtout... Des quiz collectifs, quoi. Exactement, et de ne pas stigmatiser des gens qui sont, eux, en difficulté. Oui, parce qu'on fait tous des fautes. Enfin, je veux dire, on fait tous des fautes. Moi, j'ai écrit quelques livres et j'ai même laissé une ou deux fautes qui vous sont toujours rappelées, vous savez, par les auteurs, des gens qui le lisent en disant « Ah, t'as oublié le S ». Mais très concrètement, là, c'est pris en charge par qui? Parce que ça permet à la personne de s'isoler et de ne pas montrer à ses collègues qu'il a des difficultés, mais Projet Voltaire, il s'abonne. C'est l'entreprise qui lui indique d'aller plutôt vers le projet Voltaire? Souvent, oui, tout à fait. Alors, on a effectivement des particuliers qui viennent vers nous parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté et qu'ils ont envie de s'améliorer. Mais on a beaucoup de DRH ou de responsables de formation qui mettent à disposition de l'ensemble de leurs salariés cet outil. Vous l'évoquiez, la NCLI, donc, qui est l'institution qui gère. C'est 2,5 millions d'individus en France. Quand on voit ce chiffre, on trouve ça extravagant et on se dit, excusez-moi d'y revenir, qu'il y a quand même eu des trous dans la raquette dans le modèle éducatif. C'est quoi? C'est uniquement la phobie de l'orthographe ou ce sont des personnes qui, dans leur parcours de vie, ont eu des ruptures, des arrêts, des traumatismes qui fait qu'en bout de chaîne, l'écriture, ça ne va pas, quoi. C'est un peu tout ça. Effectivement, c'est multifactoriel, l'illettrisme. Après, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il a reculé de 20%
sur les 8 dernières années. Donc on reste quand même à 7%, ce qui est massif. Et globalement, en fait, c'est aussi à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'actions territoriales sur la question. Il y a beaucoup d'actions d'entreprise. Il y a des associations qui interviennent. Et c'est malheureusement un sujet qui est trop tabou, trop invisible, et sur lequel il faut agir parce que les conséquences sont quand même énormes. Enfin, 2 à 6% de la masse salariale que vous citiez, il y a des chercheurs, notamment un des chercheurs de Lyon, Pascal Moulette, qui sort ce chiffre. Enfin, c'est pas une paille, 2 à 6% de la masse salariale. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des coûts induits sur quoi? Sur le commercial, sur un marché qui n'est pas signé parce qu'il y a des fautes? C'est quoi la qualité, en fait. Et la qualité. La qualité, à un moment, quand on n'a pas la capacité de lire des instructions pour réaliser une activité, forcément, il peut y avoir des pertes dans la façon dont on les réalise. Donc, c'est des accidents du travail. Le temps aussi. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un cuisinier. Un cuisinier qui serait illettré. Quand on va lui apporter les commandes, il va pas les lire. Donc, il va demander à ses collègues de lui dire à l'oral quelles sont les commandes. Donc, tout le monde, en fait, il va y avoir un glissement des responsabilités, du temps supplémentaire, ce qui peut créer des tensions dans le collectif, ce qui peut générer des heures supplémentaires. Et une protection du groupe qui dit globalement, on s'est toujours débrouillé comme ça et ça se passait très bien. Parce que souvent, le groupe protège. Oui ou non? Oui, alors après, particulièrement depuis le Covid et les confinements, il y a quand même des nouveaux outils collaboratifs qui fait que de plus en plus, on est obligé de prendre la parole par écrit. Là où on avait des temps informels, même des rapports très techniques, aujourd'hui, sont faits sur des tablettes. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, les stratégies d'évitement et de contournement ne sont plus possibles. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience de la problématique. Et c'est une bonne chose. Vous avez vu, je passe mon temps à prendre mon téléphone. Le projet Voltaire, j'imagine qu'on l'a sur son smartphone. Tout à fait. On suit son programme et on reçoit quoi? Des pop-up qui vous disent t'as pas révisé ta... Non mais comment ça marche? Parce qu'à un moment donné, vous dites c'est pas douloureux, mais il faut quand même bien les réviser, ces verbes. C'est un jeu. Donc, c'est ça. C'est un jeu, on va chercher les étoiles, on va essayer d'en gagner le plus possible, on va passer les niveaux. Et si effectivement on fait ça en entreprise avec ses collègues, on peut même avoir des concours en interne. Ouais, ça veut dire quand même qu'il faut avoir assumé et franchi le cap de dire bon, écoute, je suis en galère, et si on joue ensemble, il faut quand même l'assumer. Surtout quand on le fait avec des gens qui n'ont pas forcément des difficultés. On peut finalement s'améliorer, quel que soit son niveau de départ, à tout âge. Et si c'est un jeu, finalement, on peut jouer tous ensemble, même si on n'a pas tout à fait le même niveau au départ. Ce qui permet de franchir la barrière. Un dernier mot. Oui, et puis le dernier mot, c'est en lien aussi avec ce que vous venez de dire. En fait, on parle de l'illettrisme, c'est 7% de la population française, globalement, des 18-65 ans. Et puis, il y a l'électrolytisme maintenant. Et effectivement, là, c'est 15% de la population donc, qui n'est pas à l'aise, qui n'a pas les compétences de base pour interagir avec les outils numériques. Donc, on va accentuer les difficultés. Et vient se greffer l'illettrisme lorsqu'il est question d'utiliser l'outil électronique dans lequel on va y mettre du texte. Parce que ce qui vient évidemment compliquer les choses. Le projet Voltaire, c'est un très beau projet, celui de Voltaire. Vous en êtes la présidente, Mélanie Viennot. Merci de nous avoir rendu visite. Et merci Marie Bouni, associée responsable de l'offre innovation performant chez SIA Partners. Il y a un S, Partners. Je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs partenaires. Merci à vous deux, mesdames. C'est un sujet évidemment important. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle des indépendants. Sont-ils d'ailleurs des employés comme les autres? Ce n'est pas si sûr. On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On parle des indépendants. Ils sont de plus en plus nombreux. Mais sont-ils des employés comme les autres? Ça, c'est un vrai sujet. On va répondre à cette question avec Constance Névoré. Bonjour Constance. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la PDG de Little Big Connection. Vous avez dit que j'avais mis l'accent et c'est important de le faire. Votre business, et je dirais le fondement même de l'entreprise, c'est de plugger, de connecter, c'est le cas de le dire, l'entreprise classique avec des indépendants. Comment est née cette idée? Parce qu'en 2021, il y avait 31% de la population active en Europe composée de travailleurs indépendants. Alors, vous vous êtes dit forcément, il faut les mettre en relation avec l'entreprise. C'est ça l'idée? Absolument. Donc Little Big Connection, on permet aux grandes entreprises d'un côté et à tous ces partenaires externes de pouvoir faire équipe plus facilement que jamais. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on propose une plateforme
avec laquelle on va permettre en fait aux grandes entreprises de pouvoir aller trouver et de pouvoir gérer tous ces partenaires externes, dont beaucoup d'experts indépendants. Et aujourd'hui, on est déjà présent dans 40 pays et on va réaliser 450 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. C'est colossal, c'est-à-dire par item, par secteur d'activité. Je cherche de la tech, je cherche de la communication. Et pour chacun de ces secteurs, je vais pouvoir aller chercher l'indépendant qui me va bien. Pour répondre à la question très clairement, l'indépendant n'est pas un salarié comme les autres, on est d'accord? Alors je pense qu'il y a 3 éléments de contexte qui sont particulièrement intéressants à rappeler quand on parle de ce sujet. C'est d'abord le fait qu'il y a eu des mutations très importantes sur le marché du travail depuis des années. Je pense qu'on en est tous témoins au quotidien. Donc avec l'essor du freelancing, il y a eu réellement l'émergence d'une nouvelle norme sur le marché du travail. Le deuxième élément qui est important, c'est le fait que tous les freelances qu'on va retrouver sur Little Big Connection, mais aussi dans des grandes entreprises, ce sont des freelances qui le sont par choix. Ils ont choisi d'être indépendants. Et le troisième élément, c'est le fait que les freelances aujourd'hui, ils ont des envies, évidemment. Ils ont envie de liberté, d'autonomie, de flexibilité. Mais ils ont aussi des besoins, et ils ont notamment le besoin d'être accompagnés. Donc accompagnés pour, par exemple, trouver leur mission et plus globalement pour avoir aussi une certaine forme de protection. Oui, le débat de la protection est posé. C'est effectivement payant leurs charges eux-mêmes, la protection sociale, qui était un débat d'ailleurs politique, qui avait été posé par le président de la République. Vous y voyez un essor depuis la crise Covid, puisque j'avais des chiffres de 2021. Est-ce que vous avez le sentiment, et vous qui êtes connecté à tous ces indépendants, qu'il y en a de plus en plus et qu'il y a ce désir de quitter la marmite de l'entreprise pour retrouver de la liberté? Est-ce que ça, vous le ressentez? Absolument. Alors, ce n'est pas qu'un ressenti ni un sentiment. C'est une réalité. Les chiffres le montrent bien aujourd'hui. Il y a eu une multiplication par 2 du nombre de freelances en Europe en 10 ans. Donc, il y a une croissance de 100% concrètement. Et aujourd'hui, il y a 31% de personnes qui travaillent en Europe qui sont indépendants. Donc, effectivement, il y a un véritable essor. Comme je le disais, en fait, on assiste à une nouvelle norme sur le marché du travail. Et aujourd'hui, c'est un impératif pour les entreprises de savoir travailler en fonction de cette nouvelle norme et de savoir faire coexister différents types de contrats au sein de leurs entreprises. Vous faites, évidemment, on l'a compris, cette passerelle, Connection. Il y a un débat quand même sur le lien de subordination, la réalité juridique de ces contrats. C'est souvent les indépendants, des gens à forte valeur ajoutée, qui ont une vraie compétence dans leur domaine. Mais il n'y a pas de lien de subordination. C'est compliqué, ça, pour l'entreprise, qui se vide finalement de sa substance pour aller chercher de l'expertise à l'extérieur. Alors l'entreprise aujourd'hui ne se vide pas de sa substance. Ce dont on se rend compte, c'est que les entreprises continuent à recruter. Elles ont même d'ailleurs plus de besoins que ce qu'elles arrivent à pourvoir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les indépendants sont plutôt là pour pouvoir venir permettre d'avoir accès à une expertise spécifique, C'est ça. Une compétence que les entreprises n'arrivent pas à trouver. Il y a une réelle pénurie de talents qui existe dans certains domaines d'activité. Donc c'est le cas par exemple dans le digital, mais également dans les sujets de transformation durable. On se rend compte aujourd'hui que les besoins des entreprises grossissent beaucoup plus vite que ce qu'ils arrivent à trouver par ailleurs. Il y a 8% de besoins qui augmentent chaque année dans les entreprises par rapport à ces compétences-là et ils n'arrivent pas à les pourvoir. Et peut-être un petit exemple, en fait, quand on parle de ces sujets, on travaille donc avec énormément de clients dans le secteur privé, mais aussi public. Et on travaille par exemple avec la direction interministérielle du numérique, la DINUM, avec laquelle on a travaillé récemment. Ils nous ont demandé en fait de les aider à assembler une équipe pour travailler sur un calculateur carbone qui allait leur permettre de pouvoir aller calculer les émissions carbone des biens et des services de consommation. Et on les a aidés donc à pouvoir assembler une équipe avec notamment des freelances. Little Big Connection, c'est 18 pays, c'est bien cela? Alors, on a des bureaux dans 18 pays. Par contre, on opère déjà pour des clients dans 40 pays dans le monde, puisqu'en fait, on a une activité grâce à notre plateforme. On peut déjà adresser un marché qui est un marché mondial. Merci beaucoup, Constance. Et 300 collaborateurs, je suis sûr que le chiffre a évolué depuis. Le chiffre a effectivement évolué, 400 d'ici à la fin de l'année. Voilà, donc il faut remettre à jour cette fiche de communication. Plus de 400 collaborateurs, les indépendants, un sujet central adressé par Little Big Connection. Merci de nous avoir rendu visite, Constance Névoré. Vous êtes la PDG de cette entreprise qui cartonne. C'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Je remercie à la réalisation notre Romain. Je remercie Saïd au son et je remercie Nicolas Juchat, évidemment, pour l'équipe de programmation. Je remercie évidemment tous ceux qui nous regardent et qui réagissent sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.